Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre. Pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple, la RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Gabon. Deux chiffres étaient essentiels dans les deux premières parties de notre émission. 680 participants s'étaient réunis à Libreville pour parler de l'avenir du Gabon. 1000 résolutions en sont issues et le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'engage à en concrétiser l'essentiel. En tout cas, un comité constitutionnel, un comité national constitutionnel est déjà installé qui va rédiger la nouvelle constitution, celle qui définira et qui va fixer dans le marbre ce que vous voulez faire de votre pays, le Gabon. Vous vouliez, Johan. Il y aura un référendum. Ah, bien sûr. Il y aura. Moi, je voulais vraiment revenir sur la situation du comité de la commission vérité. C'est très important, monsieur Dogmis. Ça, ce débat est derrière. C'est appelé de tous les vœux. Et je vais vous dire, encore une fois, ça n'a pas été exclu. Donc, il ne faut pas faire prendre d'espoir aux gens. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a dit qu'il se donne l'opportunité de la mettre en place. C'est une avancée dans notre pays. On n'a jamais entendu un président accorder 1 minute de silence aux victimes, et il a précisé de 2016. Donc on avance par petits bouts, certes, mais nous avançons quand même. Les plaies sont encore trop béantes aujourd'hui pour utiliser le dialogue qui durait un mois à peine pour aller transformer ce monde de rencontre en une fois. Vous l'avez dit, une bataille de chiffonniers. Donc, comment je dis, sur les perspectives, vous le dites. Monsieur G, comment se définit votre président? Nous allons vers une gouvernance humaine, d'accord? Une gouvernance humaine. Et ça nous change de la gouvernance, pour le coup, inhumaine dans laquelle nous étions. Mais les choses se font par petits bouts. Paris ne s'est pas bâti en un jour. Un autre point important. Non, oui, moi je voudrais juste, c'est vrai on discute sur les conditionnalités issues du dialogue national inclusif, mais j'aimerais quand même qu'on se projette aussi au-delà de ça, de toutes ces préconisations. Qu'est-ce que nous, on espère, on attend en tant que Gabonais de tout ça? Je voudrais tout simplement dire que les Gabonais se sont levés aux lueurs du 30 août 2023 avec un espoir formidable, avec l'idée de se dire on peut se remettre debout. Et ce qui a été fait jusqu'à présent, en dehors des couacs, car il y en a eu, moi, comme beaucoup de Gabonais, on fait confiance à M. Oligui Nguema par rapport au discours du 30 août
au matin 2023. Les préconisations ont été faites. Je crois que le comité de 21 membres qui a été mis en place va piocher avec des spécialistes parce qu'il y a eux qui représentent, mais derrière eux, il y a aussi d'autres experts qui vont voir la faisabilité, l'adaptabilité, la possibilité de mettre tout ça en musique. Nous avons un peuple qui a le droit de choisir la route qu'elle veut ou la route qu'elle ne veut pas. Elle est libre. Ce peuple est libre de choisir. Ce peuple est libre. Maintenant, c'est totalement vrai. Maintenant, il revient aujourd'hui à M. Oligui Nguema de tenir parole envers ce peuple-là, qui, lui fait confiance jusqu'à ce jour. C'est ça. Et c'est ce Gabon-là que nous attendons, ce Gabon qui va nous amener, qui va d'abord nous amener au référendum, qui nous amènera aux élections pour que nous retournons dans l'ordre constitutionnel. Et on ne peut pas le faire si on commence à pipoter sur tout et sur... On a des gens qui sont là, qui sont des experts, ils vont travailler, on va soumettre ça au peuple gabonais, il reviendra au peuple gabonais. Mais je rappelle encore une chose, M. Oligui Nguema ne fera pas le Gabon tout seul. M. Oligui Nguema ne fera pas le Gabon avec les laudateurs. Le M. Oligui Nguema fera le Gabon s'il tient compte de tous les Gabonais. Et ce Gabon, les Gabonais auxquels il doit tenir compte, il ne peut pas parler à chacun de nous. Donc, il se repose sur ce qui a été fait au dialogue national inclusif. Ce qui a été fait au dialogue national inclusif, et c'est bien de revenir là-dessus, les deux résolutions que nous avons décryptées dans les deux premières parties de notre émission avaient un caractère politique. La question du mandat, du régime politique et la question des critères d'éligibilité. Passons à quelques autres résolutions à caractère économique et social cette fois-ci. D'abord, on découvre dans les résolutions que dans votre pays, et c'est peut-être unique parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas sur le continent, des étrangers pouvaient être nommés à des hautes fonctions de l'administration gabonaise, puisque aujourd'hui, vous décidez que plus aucun étranger ne sera nommé aux hautes fonctions de l'État, de l'administration. Ça se faisait au Gabon avant? Des étrangers, si vous allez chercher, depuis 1880. Le premier nom gabonais s'appelait Demba. Oui, mais je ne vous parle pas de ça, on parle des hautes fonctions. Je vous dis que nous avons une culture d'hospitalité. Le Gabonais n'est pas xénophobe. Donc, effectivement, oui, il y a des Gabonais, parce que pour vous répondre, je vous démontre que ça fait de longue date, il y a des Gabonais qui ont été, alors qu'ils avaient des origines étrangères, ils sont Gabonais, donc ils ne sont pas des étrangers. Il y a des Gabonais, il y a des étrangers, autant pour moi, qui ont acquis la nationalité gabonaise. Ah, mais de fait, ils viennent Gabonais. Non, ce n'est pas des étrangers. Oui, mais... puisque vous dites... Monsieur, ça reste des étrangers. Non, ça ne reste pas des étrangers. Ça veut dire, je dis ça parce qu'on a vu effectivement des Gabonais qui ont acquis la nationalité gabonaise et qui, évidemment, pour s'en soustraire, sont partis très vite avoir une autre nationalité. Monsieur, ne faisons pas une bataille de chiffonniers. On parle du même Gabon. Non. Moi, ce que je veux vous dire, sur les recommandations sociales, parce que vous en parlez, monsieur Togbe, je suis le seul Gabonais, souvenez-vous, sur un de vos plateaux, à avoir rappelé qu'il y a des Gabonais qui vivaient dans la décharge à ordures de Minoubé. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le CTRI, par le truchement, évidemment, du président, les en a sortis. Ces familles ont été sorties de cette condition. Bon, voilà les sujets qui nous intéressent. Allez demander à nos compatriotes de Bel Air, de Mouloundou, de Bambouchine, qui ne voyaient plus la goutte d'eau, l'eau potable, depuis des années. Si aujourd'hui le fait d'avoir des forages d'eau n'est pas une avancée pour eux, c'est de ça dont on doit parler. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Quand on dit plus aucun étranger ne sera nommé aux hautes fonctions, on ne parle pas d'étrangers devenus gabonais, on parle d'étrangers restés étrangers. On est bien d'accord. Parce que quand on est gabonais, hein, on n'a plus à interroger. On est d'accord. Mais ça se faisait avant? Mais ça se faisait si c'est... Des gens qui ne sont pas gabonais sont nommés aux hautes fonctions. Ce sont les Gabonais qui ont proposé ces recommandations. Je pense qu'on peut leur faire confiance. À moi, à titre personnel, je ne m'en souviens pas parce que, ayant été quand même travaillé avec le président Omar Bongo, je sais qu'on avait des gens autour de nous, mais ils n'avaient pas des fonctions de premier ordre. Ils n'avaient pas des fonctions comme c'est décrit dans les dispositions issues du dialogue national inclusif. Mais on avait des gens qui n'avaient pas adopté la nationalité gabonaise, mais qui néanmoins travaillaient, j'en connais quand même certains, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans le cabinet officiel ou dans le cabinet privé du chef de l'État Omar Bongo Ondimba.
Un élément, très rapidement, M. Mouendi, et ça, je vous en parle de par mon expérience professionnelle. Je reçois un jour, dans une de mes émissions, un ressortissant d'un pays qui n'est pas très très loin de chez vous, et qui dit, dans mon pays, l'essentiel des leviers économiques, l'essentiel des leviers économiques. Il dit la quasi-totalité, il dit, je ne dis pas une bonne partie, la quasi-totalité des leviers de l'économie de mon pays est dans les mains des étrangers. Et la conséquence que ça a pour moi, et je l'observe avec angoisse, c'est qu'on se sert de ces leviers-là pour faire du chantage à l'exercice de la souveraineté dans mon pays. Et là, je découvre que les délégués aux participants, les délégués au dialogue de votre pays décident que toute entreprise étrangère qui opère au Gabon devra céder une minorité de blocage de 33% aux Gabonais, de façon justement à empêcher ce que décrit le frère aîné africain dont je viens de vous parler. C'est quelque chose qui vous satisfait? Monsieur Togbeh, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Il y a quelques années, j'avais une exploitation avec Nestlé. Et cette exploitation m'emmenait à Moabi. Alors que j'étais à Moabi, je prenais un petit déjeuner à la terrasse du motel où j'étais. J'ai vu un camion passer. C'était un camion rempli de bananes. J'étais avec un collaborateur du village et j'ai posé la question, mais c'est le deuxième camion, parce qu'en fait c'était le deuxième camion que je voyais passer. Je me dis, mais il y a autant de bananes ici? Il me dit, oui, il y a autant de bananes. Je dis, mais depuis une semaine que je suis ici, on danse plus qu'on ne travaille. Il me dit, non, parce que bon, les conditions pour aller chercher la banane, c'est compliqué. Je lui ai dit, comment ça, les conditions pour aller chercher la banane, c'est compliqué? Il me dit, bon, attendez, je vais vous emmener. Donc, du coup, je monte dans sa moto, là. On va à 500 mètres, pas à 2000 mètres, pas à 100 000 mètres. On va à 500 mètres. On voit des femmes qui ont dressé des bananes sur des espèces de présentoirs. Et donc, je pose la question, mais maman, ta banane coûte combien? Elle me dit, non, la banane coûte 1500. 1500 francs CFA. Je dis, ah bon? Mais moi, à Port-Gentil, ça coûte 16 000. 10 000, bon, entre 12 000 et 16 000. Et donc, je dis, mais Bello, mais pourquoi tu ne fais pas cette activité? C'est une activité, si tu prends la banane à 1500 et tu vas vendre même à Lambaréné à côté, ouais, tu vas la vendre même à 5000. Il me dit, non, c'est trop compliqué. Donc, on parle de ça. Je retourne à Port-Gentil, je reviens à Moabi, et cette fois-ci, pour montrer à Bello, parce que pour moi, c'était tellement fort, que j'ai voulu montrer à Bello cette expérience concrète. Donc, je vais avec Bello, je lui dis, écoute, allons-y, on va voir les dames. On allait voir les dames, j'avais 1 million. J'ai pris 500 régimes de bananes avec les dames. On a pris un compteur qui nous avait coûté 120 000 francs CFA. Oui. Qui nous emmenait à Lambaréné. À Lambaréné, on a pris un barracuda, des espèces de gros bateaux. Je suis arrivé à Port-Gentil avec ces 500 régimes. Je n'avais même pas atteint le bord que les femmes sont venues acheter. En moins d'une heure, j'avais terminé les 500 régimes au prix de 10 000 francs. Et le bénéfice était de combien? J'avais sensiblement de 3 millions, entre 3 millions et 4 millions de bénéfices. Et quelle est la leçon à tirer? En fait, la leçon à tirer, c'est quoi? C'est que nous, les Gabonais, les étrangers, quand ils arrivent pour faire leurs petites activités, c'est parce qu'il y a un vide économique qu'ils profitent. Nous, on sait parler. Pour parler, on sait parler. Mais pour poser des actes, on ne sait pas le faire. Et aujourd'hui, on diabolise ces étrangers parce qu'ils ont su, réguler ou sinon avoir cette activité économique. Mais parce que nous, on n'est pas dedans. C'est un exemple que j'ai vécu. Alors, donc, aujourd'hui, de dire que les étrangers, ce sont les étrangers qui font n'importe quoi, c'est les étrangers qui ont l'argent,
Mais non. Avec votre permission, je ne peux pas laisser le cas de la banane que j'ai sur votre plateau venir dire que les Gabonais sont paresseux. Non, je ne l'accepte pas. Et je ne l'accepte pas. Et si vous permettez, parce que je suis un enfant de l'agriculture, ce que je veux dire ici. Mais il est Gabonais comme vous. Justement, ce que je veux dire ici. Les étrangers, c'est pas. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a une réalité. Si au moins il n'était pas Gabonais, il y a une réalité économique. Par exemple, vous parlez bien de ce domaine, je peux en parler, je suis entrepreneur. Au Gabon, les Gabonais n'ont même pas accès à l'époque. Avant le CTRI, c'était une vraie problématique pour les Gabonais d'avoir accès à la commande publique chez eux. On a dû prendre une recommandation pour, par exemple, dans le secteur du BTP, et le CTRI est à saluer pour ça, de dire tous les marchés jusqu'au montant de 150 millions sont désormais exclusivement réservés à des entreprises de droit gabonais. Donc pour vous, l'activité entrepreneuriale, c'est juste des marchés publics. Jeune homme, est-ce qu'on peut, quand on vous écoute nous parler, c'est vrai. Ce que nous sommes en train de dire sur l'agriculture, c'est que des marchés publics. On est totalement d'accord. C'est pas possible. J'ai pris un exemple. Moi, on a eu des gardiens, qui faisaient il y a une organisation dans les marchés au Gabon qui font que même les Gabonais lambda ont toutes les peines du monde à trouver des places, des étals de marché. Ce qui se passe actuellement, c'est une réalité. On est en train de changer les choses en profondeur. Et les gens vont le ressentir. Monsieur Zé, c'est un exemple. J'explique cet exemple. Moi, je suis allé dans notre pays. Il n'y avait aucune contrainte. Je peux vous dire que trouver, par exemple, au Sénégal, que j'aime beaucoup, et j'embrasse les Sénégalais qui nous suivent, un non-sénégalo volant d'un taxi, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'os. Ça n'existe pas. Je mets au défi quiconque. Pourquoi vous donnez cet exemple? Je donne cet exemple pour dire que dans tous les autres pays, il y a un minimum de postes et de commerces et d'activités qui sont exclusivement réservés à ces autochtones-là. Nous, ce n'était même pas le cas. On dit juste, permettez aussi, faites un peu de place aux Gabonais pour qu'ils se lancent dans cette brèche. Voilà ce que nous essayons de dire. Le Gabonais n'est pas xénophobe et encore moins paresseux. Ce que je voulais dire, parce que les deux se prennent un peu, ce que dit l'un et l'autre est vrai. Tout à fait. Il faut reconnaître que comme petit à petit, quand le pétrole est arrivé, que l'économie s'est développée au Gabon, que la population s'est développée, quand la population étrangère est arrivée avec le commerce, on les a presque laissés tranquilles. Faites ça, nous on reste dans les bureaux. Et petit à petit... Parce qu'il y avait un espace vacant à occuper. Voilà, c'était pas la même chose. Petit à petit, ils ont formé comme des espèces de cartels. Cartel, ça a une connotation comme une espèce de... Bon, je vais enlever... Non, comme des gens qui travaillent plus ou moins, ils font ça presque entre eux. Oui. Vous voyez, au marché de Montboîte, c'est pareil. C'est pas que les gens se sont installés petit à petit, mais comment on les a laissés faire. Ils ont formé des groupes économiques ensemble dans certains trucs, à ce qu'aujourd'hui, quand on arrive vendredi, c'est difficile d'avoir le pain, c'est difficile d'avoir le taxi. C'est ce qui s'est passé. Nos parents cultivaient le cacao et le café. Moi, je suis un descendant d'un grand-père comme ça. Il connaissait la terre. On connaissait le travail de la terre. Le PDG est arrivé. Laissez madame finir. Le fait que M. Oligui, l'une des propositions qu'on a fait à M. Oligui va être... c'est quelqu'un que moi j'ai un peu connu. Moi je l'ai vu jeune. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Je crois qu'il saura mesurer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. On va l'accompagner. Mais il faut néanmoins rebattre les cartes pour que ce soit les non-Gabonais ou les Gabonais, tout le monde puisse travailler et gagner sa vie. Parce que tout ce qu'on a fait au dialogue, excusez-moi, il y avait beaucoup d'émotions. Parce que pour une fois, les Gabonais avaient crié « Nous sommes libres » et là, nous allons décider. Et tout est sorti. Si vous relisez les 1000 propositions, vous allez voir que les choses se mélangent dans certains points. Ça fait aussi partie de toutes choses qui peuvent arriver. Mais elles sont toutes intéressantes quand même. Toutes intéressantes, mais c'était pour relancer un peu, réouvrir le marché, de faire en sorte que les non-Gabonais, comme les Gabonais, mais au moins que chacun puisse travailler et gagner sa vie. C'était indispensable parce que c'était fermé. Bien sûr. Très rapidement, quelques mots. Non, juste dire que voilà, moi je crois que nous sommes dans une phase de transition. Que les gens soient un peu patients, un peu cléments. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas dans une phase normale de l'histoire d'un pays. C'est une phase transitionnelle. Tout le monde a jeté le propre sur le général Oligui en disant « Ils feront 5 ans ». On a même vu et entendu des gens
dire avec fermeté, vous allez voir au sorti de ce dialogue, ce sera 5 ans. C'est impossible qu'il respecte sa charte et que ça ne soit que 2 ans. Les résolutions du dialogue ont été claires, c'est 2 ans. Et donc, l'année prochaine, en 2025, les joutes électorales et politiques reprendront, mais pour l'instant, un peu moins de politique, un peu plus de travail. Travaillons, le pays a besoin de ça, autour de valeurs comme la bienveillance, la fraternité et l'amour. Monsieur, on ne peut pas passer la journée à insulter quelqu'un. Permettez-moi. Vous avez le dernier mot. Et l'une des premières interventions de notre général a été de dire son maître à penser, c'est Machiavel. On ne l'a rien demandé. Je ne pense pas que le Gabonais de Matanda a Port-Gentil, quand il s'est présenté officiellement avec à la présidence de la République, quand il a reçu, je pense, tout le monde. Sous forme de boutade, non? Il faisait... Non, il parlait clairement. Pardon? Il s'en réclame. Son maître à penser, c'est Machiavel. Il n'a pas dit son maître à penser, j'ai lu Machiavel. Pardon? J'ai lu Machiavel. Ça veut dire quoi? Mais non, je peux avoir lu Dormesson. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai lu Mongo Betty également. Ça veut dire. Il peut aussi dire que j'ai lu la Bible. Par exemple. Sauf à ce moment, il a dit ça, il n'a pas dit c'est mon maître à penser. Il a dit j'ai lu Machiavel. Mon maître à penser. Il n'a pas dit mon maître à penser, il a dit j'ai lu Machiavel. C'est Machiavel. Bon, alors qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait conclure quoi? C'est garder le pouvoir. Écoutez, les Gabonais ont arrêté un certain nombre de résolutions qui vont vous servir de boussole, en tout cas qui vont servir de boussole pour les précieux commissaires qui viennent d'être, les 21 commissaires qui viennent d'être nommés au sein du comité constitutionnel. Faisons-leur confiance. Ce sont des gens d'une grande qualité d'horizons divers et qui savent ce que veulent les Gabonais. Véritablement. Alors, faisons confiance en leur esprit de synthèse. Ils sauront prendre les résolutions les plus pertinentes et les plus avantageuses pour le Gabon que vous voulez construire demain. En tout cas, nous en sommes convaincus. Merci. Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ah non, mais et nous avons tous intérêt, quelles que soient nos opinions, quels que soient nos états d'âme, d'accompagner le CTRI, parce qu'on n'accompagne pas le CTRI, on accompagne notre Gabon. Merci. Voilà. De toutes les façons, on a effectivement tout intérêt à accompagner la transition dans les limites de la transition et éventuellement de se projeter après la transition parce que ce pays est à construire. Totalement. Et à remettre à plat. Comme on dit chez nous, tabora rasa, on doit y arriver. Merci. Construisons un pays et bâtissons surtout une nation avec des valeurs. Merci. Merci à vous. C'est la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux et à nous suivre. Si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé,
un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.